J'ai l'impression que les scénaristes ont regardé Da Vinci Code et se sont dit, et si on faisait un peu pareil? Oui, je vais parler rapidement de la partie sur Tao parce que, ouais, c'est en parallèle une fois de plus. C'est la partie la moins intéressante, même si elle n'est pas affreuse. Puisqu'il continue de faire quelques petites recherches avec Nostradamus qui l'appuie un peu. Il lui fait découvrir le saucisson. Voilà, c'était un peu marrant ce passage-là. Tu veux manger? Tiens, goûte le saucisson. C'est bon, hein. Ce genre de choses qui est un peu marrante quoi, quand on ne connaît pas et qu'on découvre. Après ça, hein, il va avoir une certaine réflexion par rapport à ce que De Vinci a laissé derrière lui et se dire que peut-être il y a eu des messages cachés dans ses œuvres. Et si voilà, il va présenter ça à donc tous les membres de l'ordre du sablier qui sont là, ils seront totalement éperlués de ces observations parce que ce sont des crétins qui n'auront jamais pensé à faire de recherches particulières sur De Vinci. Voilà, on part totalement sur le délire de l'astrologie, de ressentir quelque chose en nous qu'on n'est pas censé savoir, mais voilà, c'est un truc mystique, truc muche que De Vinci aurait eu, et c'est pour ça qu'il a su pour les cités d'or de Mu. Il est apparemment, et donc dans certains de ces tableaux, il y a Tao qui voit certains indices hein, qui rappellent donc les cités d'or qui sont déjà trouvées, et il réfléchit un tout petit peu à ce que pourraient être les prochains indices pour la sixième cité d'or. Et la question que je me pose, elle est où la logique en fait? Il ne devrait pas y avoir un indice précis qui vient de la cité d'or d'Ophir à ce moment-là, qui leur dirait de trouver la sixième cité d'or. Est-ce qu'au bout du compte, on va complètement sauter ça et juste s'intéresser au dessin de Vinci, à ce que De Vinci a laissé derrière, pour arriver à trouver la nouvelle piste pour la sixième cité d'or? C'est un peu... Je sais pas, il y a une certaine logique qui est censée s'opérer. Une cité mène à l'autre. C'est ce qui me semblait, hein, je crois. Mais non, non, apparemment. C'est bizarre, je vous cache pas, c'est bizarre. Mais bon, une fois de plus, hein, dans cette série, les nouvelles cités sont amenées un petit peu à la va comme je te pousse, hein. On sent clairement qu'ils réfléchissent pas exactement à ce qu'il va y avoir après la cité en cours. Hein. Ça se sent clairement. En tout cas, ouais, ça se termine là. Il est en train de réfléchir un petit peu à certains indices qui pourraient mener à la sixième cité. Pour l'instant, il n'y a rien de probant et on verra par la suite. Voilà, donc c'est la partie Tao. Et la partie sur tout le monde à la cité d'Ophir. Donc ça commence à s'effondrer, ça se bastonne encore un petit peu. Gaspard tient absolument à s'attaquer à Mendoza quoi qu'il arrive, même si ça commence à s'effondrer. Et il y a Sancho et Pedro qui se disent ok, on va utiliser le diamant pour l'assommer à distance. On n'en a pas gardé sur nous. Ou peut-être qu'ils en ont gardé sur eux et que peut-être ça sera utile pour la suite. Vous savez, c'est ces espèces de diamants en particulier qui ont le pouvoir de guérir les blessures. Ce serait pratique ça. Non, parce que, à nouveau, quoi, c'était juste pour vous montrer ça rapidement dans l'épisode précédent, ça peut guérir des blessures et en faire rien. C'était gratuit, voilà, je suis désolé, c'était gratuit. Donc peut-être qu'ils ont regardé sur eux et que ça jouera un rôle, hein, on va dire ça. Bref, grâce à l'intervention de Sancho et Pedro, Gaspard est assommé. Et il y a Mendoza qui dit ouais, ficelez-le, on s'occupera de lui après, il faut que j'aille sauver les enfants. Et il y a l'autre mec qui est là, qui s'appelle Tullius. Talus, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, je suis désolé, qui dit oh, quel grand honneur vous montrez, je vous respecte, tout ça, et tout le monde fait comme si de rien n'était. Voilà, on traîne avec lui, il n'est pas hostile, donc cool. Alors, ça amène à un petit problème dans cette espèce de pseudo-rapprochement entre nos personnages qui se disent ok, on est en œuvre ensemble, on n'a aucune suspicion entre nous, et j'avoue, même si ça va quand même permettre un truc très intéressant par la suite, c'est parce que voilà, on essaye de reprendre ce qui a déjà été montré sur lui, même avant cet épisode-là et peu de temps après l'avoir introduit, c'est que c'est pas quelqu'un aussi agressif que son comparse hein, qu'on a vu. Et donc, le gars, il se pose des questions sur l'avenir de son peuple, il essaye de se poser au calme. Et au début, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est juste une réflexion comme ça? Mais apparemment, vous voulez aller plus loin.
Et ça peut être très intéressant par la suite. Alors, on y viendra un petit peu plus tard. Sinon, du côté d'Esteban, Zia, Mendoza et la Guerra, ça commence à tourner de plus en plus, mais Zia finit par mettre la main sur la pierre philosophale. Et les deux médaillons aussi, hein, ils les récupèrent rapidement, histoire de dire qu'on les a pas perdus dans la cité. Sinon, ça aurait été un petit peu ballot. Hein. Voilà, ils sont rapidement là, ça tombe bien, ils sont juste en dessous d'elle. Enfin bref, elle récupère le tout, et au moment où elle met la main sur la pierre philosophale, ça commence à tomber à l'eau. Hein, ça tombe à l'eau à de nombreux degrés, cette histoire-là, puisque la gravité finit par s'opérer sur ces pierres flottantes, et ça tombe dans une espèce de siphon d'eau qui finit par se siphonner, quoi, et puis il y a un grand courant qui importe tout le monde, c'est-à-dire nos héros qui sont déjà présents, Ambrosius et la Guerra, et puis même ceux qui essayaient de se barrer, c'est-à-dire Sancho Pedro et Tullius, Talus, et mes excuses, il faudra que je retienne son nom à un moment donné, celui-là, ils sont aussi pris dedans. Et c'est un petit peu le suspense, on est pris dans les courants, dans les rapides, ça va être compliqué. Le premier qui s'en tire, c'est Ambrosius, qui finit par atteindre rapidement sa nef, où l'autre gars l'attend, l'autre mec qui s'en est tiré l'attend, il dit ah c'est cette sale garce de Zia, elle a pris mon médaillon, il faut que je la retrouve, enfin ma pierre philosophale, il faut que je la retrouve, et il va rien faire de particulier, il va juste attendre dans son coin, il va se balader dans son nef pour trouver. Va y avoir donc Zia qui va elle aussi revenir sur Terre, hein, très vite. Elle tombera malheureusement sur la nef peu de temps après, il se fera pister par l'autre Olmec. Hein, Zarès, Ambrosius pense pas mettre son exosquelette pour la pourchasser, ce serait trop compliqué. Je veux dire, tu veux absolument cette pierre, pourquoi tu participes pas à l'action, mec? Enfin bon, je dis ça comme ça. Le mec finit par la rattraper, elle se défend à peine, elle utilise un tout petit peu sa télékinésie, mais un tout petit peu. Et au bout du compte, c'est la Guerra qui finit par se mettre devant elle et par lui prendre cette pierre philosophale en lui disant vas-y, file Zia, on a ce qu'on a vu chercher. Il lui a dit aussi fais-moi confiance, donne-moi cette pierre au tout début de l'épisode. Elle cache encore son jeu, je me répète, je suis désolé, hein, vivement qu'on ait la réponse, quoi. Bref. Elle lui dit de se barrer en mode pacifiste et elle se fait bien revoir par Ambrosius grâce à ça. Elle regagne ses bonnes grâces parce qu'elle a été super utile lors de cette épopée-là. Hein. Cette petite aventure de la cité d'Ophir, elle a eu beaucoup de bonnes idées, elle a pas mal aidé Ambrosius, donc voilà. Elle retombe dans ses bonnes grâces. Hein. Elle donne une bonne excuse, genre ah, j'ai suivi ça seulement pour l'argent, mais je vois que vous êtes, que vous en sortez bien et que vous voyez les choses en gros, donc je vais vous suivre. Et donc grâce à ça, Ambrosius se barre avec la pierre philosophale. Et qu'est-ce qu'il compte en faire? Il compte dominer le monde avec. Comment il va s'en sortir? Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Et je me doute que ça va pas être si simple que ça. Si ça se trouve, cette pierre philosophale, une fois de plus, va pas avoir autant de pouvoir que ce qu'elle laisse imaginer. Ah, ça me ferait un peu sourire que ce soit le cas. Ça serait un petit peu le développement logique, hein, que ce soit pas juste une pierre magique qui peut faire un peu tout et n'importe quoi. Enfin bon, on verra un petit peu, hein, ça c'est le suspense pour la prochaine fois. Et sinon, à côté, on va avoir également Esteban qui va se sortir de l'eau en sauvant l'Olmec de la noyade, l'autre Olmec de la noyade. Et le gars, il suit tellement le code d'honneur que, d'après donc son code des Atlantes, il lui est redevable et il lui dédie un petit peu sa vie. Hein, il est un petit peu dubitatif. Esteban, qu'est-ce que ça veut dire quand même à ce point? Et c'est là qu'on va avoir un petit bout de chemin entre eux. On verra plus Mendoza, Sancho et Pedro du reste de l'épisode. Hein. Ils seront récupérés par la suite. Hein. Et, même si vous pouviez voir un micro-suspense là-dessus, on a l'aperçu de la suite. C'est bon, ils vont bien, il n'y a pas de problème, on les retrouve hein, rapidement. Bref. Il y a cet Olmec qui parle un petit peu de son histoire avec Esteban. Et il se retrouve un petit peu dans le fait que Esteban est lui aussi un descendant des Atlantes. Mais pas un descendant des Atlantes comme lui, quoi. C'est pas quelqu'un qui s'est terré sous terre, qui a muté. C'est quelqu'un qui a pu avoir une vie plus normale qu'eux. Et c'est très intéressant dans
l'objectif, l'ambition que peuvent avoir ces gens-là, c'est-à-dire la recherche de pérennité de leur espèce, de leur peuple. Hein, et on voit que le gars regrette vraiment le conflit qu'il y a eu, ce qui s'est passé, ce qui a décimé les leurs, et ce qui les a forcés à rester un peu sous terre. Et derrière certaines pratiques un petit peu barbares dans cette recherche des cités d'or, il y a un besoin de survie derrière, qui se ressentait un tout petit peu dans la saison 1, mais je vais dire un truc. Clairement, j'ai jamais eu beaucoup d'occasion d'en profiter, de voir une grande complexité de la part de ces Olmecs-là dans la fin de la saison 1. Parce que 95% du temps, c'était juste des grands méchants qui étaient prêts à tout pour faire ce qu'ils voulaient et sur lesquels on s'est rarement centré pour appuyer le drame de leur situation. À deux, trois moments, ça a été fait, mais jamais de façon particulièrement poussée. Jamais de façon à les rendre un tant soit peu rattachables au-delà de leur vilainie, parce que voilà, ce sont des connards qui sont prêts à aller loin pour leurs objectifs et qui sont même cruels gratuitement à de nombreux moments, quoi. C'est ce genre de choses, ça n'aide pas à appuyer la complexité d'un peuple qui est censé s'être terré sous terre pendant des millénaires, qui tient à pouvoir revivre, etc. Ça ne l'appuie pas trop. Même si je ne cache pas une fois de plus que j'ai toujours un petit peu de mal à comprendre certains trucs. Par exemple, pour les Olmecs, c'est plus important d'avoir un meilleur climat. Hein, si je me souviens bien, ça commence à faire longtemps, quoi. Et une fois de plus, les délires sur ce que veulent faire les Olmecs, la façon dont ça a été mal traduit en VF, ça en passage en plus. J'avoue que j'ai un souvenir un peu nébuleux, mais il me semblait qu'ils voulaient refaire le climat parce qu'il n'était pas totalement favorable à leur système, alors que bon, on les voit se promener tranquille sur Terre avec notre climat comme il faut, là, ça n'a pas l'air de les déranger particulièrement. Je veux dire, voilà, si c'est plus trop ça qui vous intéresse, qu'est-ce que vous cherchez en fait? C'est un peu ça le truc que j'ai un peu de mal à comprendre avec cette reprise des Olmecs, parce que il me semblait déjà une fois de plus qu'ils étaient un petit peu, qu'on avait fini de les foutre en l'air à la fin de la saison 1, mais à nouveau, je vais peut-être un mauvais souvenir de ça, c'est pas impossible. Mais aussi, oui, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? À part, oui, redorer leur peuple, mais qu'est-ce que cette recherche représente exactement pour eux à partir de maintenant, à ces Olmecs-là, ces autres Olmecs, hein, ces autres descendants d'Atlantide, qu'est-ce qu'ils veulent exactement? J'ai un petit peu de mal à saisir ça sur le coup après coup, mais ce qui est intéressant avec ce personnage, et c'est ça que je trouve réussi dans cet épisode, c'est qu'on ne montre pas totalement fermé aux autres et avoir un vrai code d'honneur. Montrer que c'est pas juste un gros connard lambda qui veut aller n'importe où pour arriver à ses fins, même si ses fins sont un petit peu nébuleuses, quoi. Voilà, et étant donné qu'on montre cette espèce de nuance de la part de ce camp-là de façon plus poussée, où on montre que voilà, il a une attache envers ces gens qui sont honorables comme lui, quoi. Il respecte les gens honorables. Ça peut promettre un lore un peu plus poussé sur la raison qui les pousse à faire ce qu'ils font sans aller dans le manichéisme trop facile. Donc c'est ça qui m'a intéressé vraiment avec le traitement de ce personnage dans cet épisode, qui, je reconnais, avait été un petit peu amené avant, ça sort pas de nulle part, hein, donc voilà, vous faites cet effort-là, c'est intéressant. Stio rebondit bien dessus. Voilà, je sais que je me répète pas mal par rapport à ça, c'est toujours, ça peut promettre, Stio rebondit bien dessus. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'espère. Hein. Sinon, bah, ils vont se dire quand même rapidement au revoir, Esteban et lui. Hein, il va pas rester son compagnon de route maintenant jusqu'à la fin de la série, même si ça aurait été cool dans un sens. Il finira par rejoindre Gaspard qui a lutté contre des crocodiles. Et au début, je me suis dit, waouh! Vous osez montrer ça, montrer Gaspard qui vient de lutter contre un crocodile et qui tire sa carcasse, lui dire waouh! Non, non, en fait, il croit qu'il tire sa carcasse, mais le crocodile, il a rien. Il a mis 30 secondes à réagir, et une fois qu'il se remet à réagir, il y a Gaspard qui réagit lui-même comme
comme un blaireau. Oh Dieu, j'ai peur! Le traitement de Gaspard me gonfle pas mal dans cette saison 4, parce que, non content de n'en faire qu'un guignol, vous nous faites miroiter qu'il peut être plus que ça, sans aller plus loin. C'est ça le truc. Pourquoi vous vous en censurez à ce point? C'est si atroce que ça d'insinuer la mort d'un animal comme un crocodile de la main d'un des méchants, d'un des antagonistes de votre série. Sans montrer la carcasse en détail, hein, juste la queue qui dépasse derrière un rocher. Hein. Moi, ça m'allait très bien comment vous l'avez montré. Pourquoi vous en êtes pas tenu à ça, bande de cons? Ça me gonfle, ce genre de truc. Vous avez la base d'un truc qui pourrait être très intéressant pour le personnage et vous osez pas aller trop loin parce que, je sais pas, série pour gamins. Chiant, je vous cache pas que c'est chiant ça. Enfin bref, alors que Gaspard a l'attention attirée par autre chose, l'Olmec dit à Esteban de se faufiler en douce pour se barrer, tandis que bon, qu'il va rejoindre Ambrosius. Ou pas, en fait. Ambrosius, il s'est un peu barré avec sa nef tout de suite. Ouais, peut-être qu'il veut quand même essayer de récupérer les deux autres. Peut-être que son autre allié Olmec se dira attendez, on part pas sans lui quand même. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Enfin bon, ça se termine là. Stéphane qui part dans son coin, Zia qui a retrouvé le grand Condor et voilà, une nouvelle défaite de leur part, puisqu'Ambrosius a la pierre. Qu'est-ce qu'il va en faire tout ça? C'est le petit suspense qu'on découvrira l'épisode suivant. Alors c'était un épisode pas mal. Vraiment, hein. Même s'il y a des trucs qui sont forcés, et je ne cache pas, oui, c'est forcé sur pas mal de points à cet égard, la façon dont la cité s'effondre, dont certaines choses se règlent, les médaillons, tout ça, c'est vraiment de l'écriture un peu feignante sur les bords. En dépit de ça, il y a quand même du développement intéressant entre personnages, les moments d'action sont quand même assez fortiches. Je trouve vraiment que depuis la saison 2, ça s'est quand même nettement amélioré en termes d'animation. Hein. Vraiment, quand je compare avec ce que nous faisait la saison 2 et ce que nous fait cette saison, il y a quand même un bond assez notable hein, pour ce cel shading. Hein. Ils ont plus le coup. Ça se ressent vraiment. Hein. Donc voilà, ça passe mieux et ouais, le développement autour de cet Olmec peut promettre beaucoup, si tant est que c'est bien repris par la suite, c'est un petit peu le souci. À chaque fois, ce bémol à garder en tête, hein. On verra bien. Mais c'était plaisant à suivre. Hein. À bientôt pour l'épisode 10. Bye!